franchement, les militaires, pourquoi encore leur donner de l'argent? Parce que lorsque tu as un pays comme le voisin de l'Ouest, qui tire des missiles à tes frontières, des missiles qui viennent directement de Tel Aviv, et ben là, très clairement, tu as un danger à tes frontières. Et donc, il faut savoir te défendre. Et quand de l'autre côté, tu as carrément un pays qui balance des drones que tu es obligé de descendre parce qu'ils arrivent sur ton territoire, est-ce que ça ne nécessite pas justement des investissements en souveraineté? Comprenez une chose, hein, s'il n'y a pas d'ANP, il n'y a pas de souveraineté algérienne. S'il n'y a pas de souveraineté algérienne, on s'en fout de votre santé, de votre éducation. Parce que vous seriez un peuple soumis à vos voisins. Ça veut donc dire que l'ANP, c'est un investissement dans le social et dans le développement humain de l'Algérie. Tahia al-Jazair. Pourquoi certains pensent-ils encore que l'argent investi dans l'armée algérienne est une perte? La vraie question, c'est plutôt comment préserver ta souveraineté? Sans force militaire, l'Algérie n'investit pas dans la guerre. Elle investit dans la paix, la sécurité et surtout dans son indépendance. Une indépendance qui repose sur une armée nationale populaire capable de dissuader toute menace à tout instant sur toutes ses frontières. Ce choix n'est pas un hasard, il traduit une vision, celle de l'indépendance technologique. Contrairement à d'autres nations dépendantes de l'Occident, l'Algérie a choisi des partenaires stratégiques. La Russie, la Chine, l'Inde, le Pakistan. Pourquoi? Parce que ces pays livrent des armes sans contrôle extérieur, sans verrou politique, sans bouton étranger capable de les désactiver à distance. Les avions, les radars, les systèmes de défense algériens fonctionnent sous autorité algérienne et uniquement algérienne. C'est toute la différence avec les armées équipées par Washington. Là-bas, une simple mise à jour ou une restriction peut clouer tes avions au sol, en plein conflit. Ici, le pouvoir de décision reste entre les mains d'Alger. Alors, pourquoi continuer à investir dans l'armée? La réponse est simple. Quand ton voisin de l'Ouest tire des missiles venus de Tel Aviv vers tes frontières, peux-tu vraiment te permettre de ne pas renforcer ta défense? Aujourd'hui, il ne s'agit pas de discours, mais de réalité. La défense, ce n'est pas une question de tank ou d'uniforme. C'est la colonne vertébrale de la souveraineté nationale. Parce que sans armée forte, il n'y a pas d'Algérie libre. À l'ouest, un voisin instable, soutenu par des puissances étrangères, des drones abattus aux portes du pays, des campagnes médiatiques orchestrées pour ternir son image. Et au nord, la Méditerranée devenue champ de bataille silencieux entre grandes puissances. Le message est clair. Au XXIe siècle, la sécurité ne se défend plus par les mots, mais par la puissance. Une question revient sans cesse dans le débat public algérien. Et elle est assez directe. Pourquoi ces budgets militaires colossaux ? Oui, c'est vrai, surtout quand on regarde les besoins sociaux qui semblent criants. On entend parler de fierté, de dissuasion. Et pour beaucoup de gens, ça ressemble quand même à un gouffre financier. Alors, priorité bien placée ou obsession coûteuse? Certains parlent carrément de gaspillage. C'est une manière de voir les choses. Mais si on regarde la carte, le contexte régional, l'instabilité à l'ouest, les ingérences étrangères qui sont de moins en moins voilées, la Méditerranée qui est redevenue un échiquier. Oui, un vrai terrain de jeu. Exactement. Face à ça, Alger semble dire « Attention, la question n'est plus seulement budgétaire, elle est existentielle, c'est une question de survie, de souveraineté. » Et c'est cette doctrine de défense, sa logique, ses outils qu'on va explorer aujourd'hui. L'idée centrale qui semble guider tout ça, elle est claire, pas d'Algérie libre sans une armée forte. La souveraineté, ça ne se décrète pas, ça se défend. Une vision, oui, martiale, presque existentielle, ancrée dans l'histoire, c'est vrai. Mais est-ce que la force militaire est vraiment la seule réponse? La seule réponse aux défis actuels qui sont aussi économiques, sociaux, même informationnels? N'est-ce pas un peu une fuite en avant? C'est précisément ce qu'il faut essayer de décrypter. Au-delà des uniformes, des chars, il y a une logique de dissuasion, une quête d'indépendance stratégique qui mérite qu'on s'y arrête. L'objectif affiché, ce n'est pas la guerre, c'est de préserver la paix, par la capacité à se défendre. Alors, allons-y. Le premier élément, c'est cette perception d'une nécessité stratégique. Le point de départ, c'est une lecture assez sombre, il faut le dire, de l'environnement géopolitique. Un voisinage à l'ouest jugé instable, des influences étrangères actives, des menaces qu'on qualifie d'hybrides. Drones, campagnes médiatiques, cyberattaques. Oui, tout ce nouveau spectre de menaces. Et la Méditerranée, comme on disait, un échiquier des grandes puissances. Dans ce cadre, l'armée nationale populaire, l'ANP, est présentée comme le bouclier indispensable. L'argument classique quoi, sans armée, pas d'hôpitaux à protéger. C'est un peu court, non? Ça occulte quand même les coûts d'opportunité. Chaque dinar qui va dans un missile... Ça va pas dans une école? Exactement. Il n'est pas dans une école, pas dans la diversification économique.
C'est ça la question. La perspective défendue, c'est que sans sécurité, il n'y a tout simplement ni développement, ni service public possible. L'investissement militaire est vu comme un prérequis à tout le reste, le garant de la liberté de choix du pays. Un prérequis. Oui, l'idée c'est la dissuasion. Rendre le coût d'une agression tellement prohibitif que personne n'ose. C'est présenté comme le prix de l'indépendance, celle de 1962, une indépendance qu'ils estiment toujours menacée. D'accord. Mais cette indépendance, elle est définie avant tout par la puissance militaire alors ? Par le matériel ? C'est ce qui semble transparaître, oui. À l'heure de la mondialisation, des interdépendances économiques, des défis globaux, est-ce que la souveraineté réelle se limite encore à ça, à la capacité de repousser une invasion ? Il n'y a pas un risque de s'enfermer un peu ? C'est une vraie question. Et cette quête d'indépendance, elle se voit aussi très concrètement dans un domaine, le choix des fournisseurs d'armement. Ah oui, ça c'est intéressant. Russie, Chine, Inde, Pakistan ? Voilà. Ce n'est pas anodin. Non, clairement pas. On pourrait y voir un message politique fort, un rejet de l'Occident, des États-Unis, de l'Europe. Est-ce que c'est purement technique, parce que le matériel est jugé meilleur ou moins cher, ou c'est idéologique ? L'argument qui est mis en avant, c'est un argument technique et stratégique. Ces partenaires livreraient des équipements, disons, sans verrou politique. Sans télécommande étrangère. Sœur en cas de crise. L'idée, c'est vraiment de garantir que le bouton reste algérien. Une quête d'autonomie décisionnelle absolue dans le domaine le plus régalien. D'accord, la volonté de ne devoir de compte à personne pour sa propre sécurité. Mais cette autonomie, elle est réelle. Échanger une dépendance potentielle envers Washington contre une autre envers Moscou ou Pékin, est-ce que c'est vraiment gagner en liberté ? Surtout pour des systèmes aussi complexes, maintenance, pièces détachées. Les chaînes de dépendance existent toujours, c'est sûr. Oui, elles changent peut-être de nature, mais elles sont là. La perception à Alger, semble-t-il, c'est que le risque d'un blocage politique ou d'une interruption des livraisons est moindre avec ses partenaires non occidentaux, ou en tout cas que la relation de dépendance est différente, jugée plus prévisible. C'est un pari stratégique donc, fondé sur une méfiance historique et une lecture des équilibres mondiaux. Une tentative de s'immuniser contre les pressions accidentales. Alors, voyons concrètement comment ça se traduit sur le terrain, cet arsenal. Oui. Le matériel. Pour l'aviation, par exemple, la colonne vertébrale, ce sont les Sukhoi Su-30 MKA. Polyvalents, endurants. Connus, robustes, oui. Complétés par les Su-34 pour la frappe stratégique à longue distance, et puis les Su-35 pour la supériorité aérienne, avec des radars puissants. Des appareils russes donc, efficaces, mais qui commencent peut-être à accuser leur âge face aux nouvelles générations d'avions. Justement, il y a la montée en gamme annoncée. Le Su-35 est déjà un cran au-dessus. Et surtout, l'arrivée espérée du Su-57. Ah, le Su-57. L'avion de 5e génération, furtivité, guerre électronique, présenté comme un saut qualitatif majeur, un game changer pour l'équilibre régional. Le fameux Su-57, l'Arlésienne de l'aviation russe. Beaucoup d'attentes, c'est vrai, mais aussi beaucoup d'inconnus. Sa disponibilité réelle, sa fiabilité, sa furtivité réelle face au système de détection moderne. Et l'intégrer, le maintenir, c'est un défi énorme. Est-ce que c'est un outil crédible ou un symbole politique très très cher ? C'est toute la question. Et l'ambition irait même jusqu'à évoquer le Su-75, Checkmate, un autre projet russe, plus léger. Et avec même la perspective, à terme, d'un assemblage local. L'assemblage sous local, le grand classique des transferts de technologie promis, souvent plus facile à dire qu'à faire pour les éléments vraiment critiques. On verra si ça se concrétise. Si on passe sous la mer, l'atout maître, ce sont les sous-marins Kilo, d'origine russe aussi. Les trous noirs. Voilà, réputés très discrets. L'idée, c'est que quelques unités suffisent à rendre toute approche navale hostile très risquée. C'est le déni d'accès maritime. Le sous-marin, c'est l'arme du faible fort, classiquement. Un bon sous-marin silencieux, ça peut paralyser une flotte. C'est une dissuasion asymétrique, c'est clair. Mais là encore, la question c'est 1. Les équipages, l'entraînement, la maintenance. Est-ce qu'ils sont réellement opérationnels quand il faut ? Un sous-marin hacké ne sert pas à grand-chose, effectivement. Exact. Et pour compléter le tableau, sur Terre, on parle souvent des missiles Iskander. Courte portée, mais très précis, dit-on ? Pour des frappes ciblées sur des infrastructures ou des bases adverses. La capacité de réponse immédiate. Voilà. Iskander, Su-57, Kilo, ça fait une belle liste sur le papier. Mais l'efficacité, ce n'est pas juste additionner du matériel, même sophistiqué. Non.
C'est là le point crucial. Comment tout ça fonctionne ensemble? L'interopérabilité entre systèmes russes, chinois, peut-être demain, la doctrine d'emploi, la formation des hommes et des femmes, la capacité à soutenir un effort dans la durée. Et puis, il y a la perception extérieure. Comment les voisins, le Maroc évidemment, mais aussi les Européens de l'autre côté, voient cette montée en puissance, défensive ou agressive? C'est tout le paradoxe de la sécurité. L'argumentaire officiel algérien insiste sur la cohérence. Ce ne serait pas une accumulation, mais une architecture de défense intégrée, pensée pour la dissuasion sur tous les fronts, air, mer, terre, cyber, informationnel. Chaque pièce aurait son rôle. Les Su-30 dominent, les Su-34 frappent, les Su-35 protègent, le Su-57 est censé brouiller, les Kilos sécurisent, les Iskander avertissent. L'objectif reste la dissuasion. Être capable de répondre très fort, pas d'initier, c'est le message. Mais au-delà de la technique, de la stratégie, il y a ce message politique, presque, métaphysique, qui revient tout le temps. Cet investissement dans l'ANP s'est présenté comme un investissement dans la souveraineté, la dignité, la sécurité future. Le prix à payer pour qu'aucune puissance étrangère ne dicte sa conduite à l'Algérie. Exactement, c'est une rhétorique très forte, qui résonne avec l'histoire, la décolonisation. Ça touche une corde sensible. Indéniablement. Mais on en revient à la question de fond. La souveraineté au XXIe siècle, est-ce que ça se résume encore à ça? À la puissance de feu, l'économie, l'influence culturelle, les défis globaux comme le climat. Tout ça ne redéfinit pas la puissance et l'indépendance réelle. À trop vouloir se blinder militairement, est-ce qu'on ne s'isole pas sur d'autres terrains? La réponse algérienne, ou du moins ce qui transparaît de cette doctrine, semble être oui, la sécurité militaire prime, c'est la fondation. Sans territoire inviolable et autonomie stratégique garantie par la force, on ne peut pas aborder sereinement les autres défis. La force comme préalable absolu. Terme, c'est un arbitrage constant. Un pari où le risque sécuritaire est jugé supérieur à tout le reste. Donc, pour résumer, si on essaye de saisir l'essence de cette approche algérienne, on a une lecture réaliste, voire pessimiste des relations internationales. La sécurité par la force. L'indépendance par l'autonomie technologique, surtout vis-à-vis de l'Occident. Et la paix par la dissuasion multidomaine. Une stratégie assumée, coûteuse, mais jugée vitale là-bas. Mais la question qui reste en suspens, c'est celle de la perception extérieure et des conséquences. Cette montée en puissance, même si elle est affichée comme défensive, ne risque-t-elle pas d'alimenter une spirale de méfiance, voire une course aux armements dans une région déjà sous tension? Maghreb, Sahel, Méditerranée. Missile, ce sera la capacité de l'Algérie à naviguer dans ce contexte régional complexe, à maintenir sa stabilité, à se développer, sans avoir à utiliser cette force. Ou alors, sa capacité à gérer les tensions que cette puissance nouvelle ne manquera pas de susciter. La dissuasion, c'est un art subtil, toujours sur le fil du rasoir, entre la crédibilité et la provocation.